Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Je suis ravie de vous retrouver dans l'actualité de ce samedi 20 juillet. Une compétition inédite à Papara, la Horué Mataina, se joue par équipe de 6 de différentes communes. Un format original pour ce dernier événement autour du surf avant le grand rendez-vous des Jeux Olympiques. Un badge jaune autour du cou, un macaron sur la voiture, sans ces précieux sésames. Il n'est plus possible de se rendre au PK0. Des restrictions annoncées par les autorités et respectées par les habitants qui ont pris leurs dispositions. Les marquises seront-elles inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO? Réponse le 26 juillet prochain à New Delhi lors de la 46e session du comité. 30 ans que les maires de l'archipel préparent ce dossier. Nous en parlerons justement avec le Tavana de Wapo. Joseph Keiha est notre invité ce soir. Moment d'émotion intense ce matin à l'église. Mariano Terro Manuari Teroyo Atea a été fait serviteur de Dieu à vie. Après 9 ans d'études, il est donc désormais diacre. Dernière étape avant la prêtrise. C'est une petite nouvelle dans le milieu du surf. La Horué Mataina, une compétition par équipe de 6 dans laquelle chacun représente sa commune. Elle a commencé ce matin et se termine demain du côté de Papara. Dernière compétition avant les Jeux Olympiques. Derniers encouragements aussi pour les 2 champions sélectionnés, Kaolivast et Vaine Fierro. L'événement a été salué par la ministre des Sports qui a remis pour l'occasion 12 brevets d'études physiques sportives en surf. Delphine Poudroux et Mirko Van Foof. Elles ne sont pas aussi célèbres que les vagues de Taupo. Mais au moins celles-là, on peut les voir en restant sur la plage. À Papara aujourd'hui, c'était la dernière compétition de surf à Tahiti, avant le rendez-vous surf de l'année, les Jeux Olympiques. L'occasion pour les amoureux de la glisse d'encourager à leur façon leurs champions, Vaine Fierro et Kaolivast. Ils sont originaires de Tahiti, on les a vus grandir, on a surfé énormément de fois avec eux et c'est sûr qu'ils ont tout notre soutien. Tous ceux qui sont ici présents, ils sont en fond derrière eux. Et franchement, Vahina a montré qu'elle pouvait gagner. Et je pense qu'elle est sur une bonne lancée, elle peut aller chercher. Kaoli, il y a beaucoup de très bons surfeurs. Ça va être compliqué, mais pas impossible. À moins d'une semaine des épreuves olympiques, la Fédération tahitienne de surf voulait marquer le coup avec ce tag team. Un challenge par équipe, ouvert à toutes les communes de Tahiti, presque inédit sur l'île. À Teahupo, tout le monde ne pourra pas aller voir ni supporter Kaoli et Vahine. Donc c'est un peu montrer qu'on est là quand même. Donc c'est un début un peu de fan zone, mais en faisant la compétition en même temps et son sport préféré. À cette compétition, on y a vu de jeunes diplômés. Tous fiers d'afficher en début de journée leur diplôme d'éducateur sportif spécialité surf. Des champions et des riders qui s'apprêtent à enseigner officiellement la discipline à Tahiti. C'est la première formation qui se déroule ici en Polynésie. Précédemment, ils étaient obligés en fait, d'aller en métropole. Ils passaient les tests ici et ensuite intégrer la formation qui était organisée par le CREPS de Bordeaux et aller suivre la formation en métropole. C'est juste exceptionnel, au-delà des Jeux Olympiques, c'est aussi l'année du surf. Et donc aujourd'hui, on a procédé à la remise de 12 diplômes et on leur offre le cadre réglementaire qui leur permet de percevoir une rémunération pour leur savoir-faire au niveau du surf. À Tahiti, c'est une nouvelle génération de futurs champions et peut-être même olympiques que la Fédération de surf prépare grâce à ces jeunes diplômés. Et on ouvre désormais notre page consacrée aux Jeux Olympiques. J-7 avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Certaines délégations de surfeurs sont déjà arrivées. Cet après-midi, ils se sont réunis au Whare Mahura, où se trouve le village des athlètes des JO. Orero racontant la légende du lieu, cérémonie du Kava pour remercier la terre et la mer d'accueillir cet événement, mais aussi pour initier les sportifs à la culture polynésienne. Un événement organisé par la cellule Tuaro Nui qui s'est clôturé par le Tavei. Chaque surfeur a ainsi déversé l'eau de son océan à la passe de Hawaii. Tout un symbole, les explications de Tunui Salmon, maître de cérémonie, au micro de Heidi Yanko. Pour le surf, c'est très important, c'est pour sceller l'événement. C'est pour donner du poids, du mana, et pour que les ancêtres aussi soient là, et voilà, que tout ce monde invisible y soit. Et pour la cérémonie des eaux? Alors la cérémonie de l'eau, c'est la connexion avec la nature, avec les éléments. Déjà, il y a le vent, voilà. Ça, c'est Teva de Mataï, Teva de Mamari.
Et si vous n'avez pas le sésame, il n'est plus possible d'aller à Tiaopo. L'accès y est restreint depuis ce matin. Les personnes qui ne disposent pas de laissez-passer ou d'accréditation ne peuvent plus se rendre au-delà de la mairie. La population a pris ses précautions. David Chang et Heidi Anko se sont rendus sur place. Non, ce n'est pas une nouvelle mode. Désormais, tout habitant qui souhaite aller au-delà de la mairie de Tiahupo devra arborer ce laissez-passer autour du cou. Et ça vaut pour absolument tout, même de simples courses. T'es allé, je sais pas... Au magasin. Ah, c'est pourquoi alors? Vas-y, dis-moi. C'est pour aller chercher le coca de mon tonton. Chaque voiture doit être dotée d'un macaron. En revanche, beaucoup de touristes occasionnels sont surpris. Hubert est en Polynésie pour quelques semaines. Après les îles sous le vent, il voulait faire découvrir à son ami la pointe de Tiahupo. J'en veux aux représentants français là, de l'olympisme. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt de bloquer ce passage aujourd'hui. Surtout en Polynésie, il n'y a rien de... Ouais. Même en France, vous savez, en France, les Parisiens ne sont pas tellement contents. Il y a des commerçants qui sont pénalisés. Police et gendarmerie sont mobilisés. Le but est de restreindre le plus possible la quantité de personnes au bout de la route et garantir une sécurité optimale. Les agents de la commune ont pris le temps de prévenir la population. On avait fait du terrain en amont, donc oui, ils sont plus au courant, les résidents. À quelques pas dans cette pièce, dans l'école Ahoteina, on s'occupe des accréditations. Ce passe-droit est destiné aux athlètes, aux médias et aux membres de l'organisation et de diffusion de la compétition. Alors, chaque personne qui vient ici vient avec sa carte d'identité. Elle est préalablement enregistrée sur le système. C'est une base de données qui est une base fournie par Paris 2024 et qui permet d'identifier les personnes. Ensuite, nous, on vérifie dans la base avec leur carte d'identité qu'elles existent. Et ensuite, on peut leur imprimer, plastifier, donner les cordons. Et ça leur permettra d'avoir accès à partir d'aujourd'hui sur tout le site de Tiahupo. Certains prestataires ont dû réaliser une accréditation pour pouvoir amener une partie des 600 visiteurs journaliers de l'événement sur l'eau. Il faut avoir le CPL, le permis bateau et être au nombre. Si tout le monde est au nombre, c'est OK. Le service est ouvert jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Il s'apprête à réaliser pas moins de 1000 accréditations pour toute la durée de l'événement. Et c'est ainsi que se referme cette page consacrée aux Jeux Olympiques. Des records, des médailles, les nageurs tahitiens sont en forme. Ils performent au championnat de France Open d'été qui se déroule en ce moment à Pierre-Latte, dans la vallée du Rhône. Pour la 5e et avant-dernière journée de compétition, Tehereari Opa remporte le titre de vice-champion de France aux 100 mètres papillon. Heimar Witi Bonnard et Deotil Vido signent leur meilleure performance. 12 nageurs polynésiens participent à ces championnats. 17 associations engagées en faveur de l'environnement ont signé hier les conventions de subvention avec le pays. Le montant total des aides octroyées est de 7,9 millions de francs. Opérations de nettoyage, actions de sensibilisation, protection des tortues et cétacés. Chacune a présenté le projet financé et les actions mises en place. Clémentine Seguin, chercheuse spécialiste dans la conservation des requins, est au micro de Dylan Fels. C'est la première collaboration entre l'AREMP et la Direction de l'environnement de Polynésie, et notamment pour le projet qu'on défend pour la protection du requin nourrice, qui est vraiment une espèce vulnérable à l'extinction à l'échelle mondiale. Et du coup, ce projet s'inscrit vraiment dans le cadre du sanctuaire requin polynésien. Alors cette signature, elle va nous permettre en fait de développer tout un programme de sensibilisation, notamment auprès des écoles qui sont nos partenaires, et notamment l'IME de Pirée, qui va permettre du coup à des enfants en situation de handicap d'être également impliqués dans la conservation du requin nourrice. Fin de l'aventure pour les 156 volontaires qui ont participé au service national universel. Après 12 jours passés ensemble, ces jeunes âgés de 15 à 17 ans ont reçu leur certificat de la première phase de ce service, dont le but est de renforcer la cohésion autour des valeurs républicaines. Mis en place par Emmanuel Macron, ce dispositif existe depuis 3 ans. Les précisions de Jenny Frogier, chargée de communication, au micro de Reheina Djarian. En général, ça a été très riche en émotions, grâce aux activités, aux personnes qu'on a rencontrées, aux formations qui ont été mises en place également.
et également, évidemment, avec les différentes personnalités que l'on a au niveau des jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans et de l'encadrement, que ce soit du SNU, du vice-rectorat. Un moment très attendu par les Marquisiens. Demain, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO ouvre sa 46e session à New Delhi, en Inde. 10 jours pour examiner les candidatures de 28 sites à l'inscription sur la liste de patrimoine mondial. Le 26 juillet, il se prononcera sur celle des îles Marquises. Une décision essentielle pour la préservation des richesses culturelles et naturelles de l'archipel, selon les 6 maires qui défendent ce dossier. Et nous allons tout de suite aborder ce sujet avec notre invité ce soir, le maire de Wapau, Joseph Keya Kahoanui. Julien Kahoanui, et puis je voulais adresser également les salutations à toute la Polynésie, tout particulièrement Ténois et Nakawa. Merci beaucoup. Alors avec les 5 autres maires des îles Marquises, vous allez donc vous rendre à New Delhi, en Inde, pour ce comité. Ça fait 30 ans que vous vous battez pour cette inscription-là. Vous êtes confiant ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu du travail très bénéfique qui a été mené pendant tout ce temps. Et puis, c'est la dernière étape. Donc, il faut à tout prix que les Marquises soient présents à ce rendez-vous à New Delhi la semaine prochaine, au travers des 6 maires que nous sommes. Bien sûr que cette mission va être diligentée par notre Fatrehaou Roni Teripaya et accompagnée également de notre Fatrehaou Taivini dans le domaine de la culture, de l'environnement. Alors, vous aspirez à un classement mixte, c'est-à-dire qui couvre à la fois les aspects naturels et culturels de l'archipel, mais aussi des zones maritimes et terrestres éparpillées un petit peu sur toutes les îles des Marquises. Pourquoi ce choix et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ? C'est vrai que c'est pas courant que l'inscription au niveau de l'UNESCO se place sous cet angle-là, c'est-à-dire un dossier mixte avec le volet culturel et naturel. Vous avez l'exemple de Taputapuatea qui est un classement culturel. C'est pas souvent, mais c'est le cas de l'archipel des Marquises parce que dans les études qui ont été menées, on ne pouvait pas dissocier l'humain de la nature. Donc c'est pour cela que ce dossier-là, on l'a intégré avec le volet culturel et naturel. Non pas simplement le volet naturel dans le domaine terrestre, mais ça va également dans le prolongement du domaine maritime. Alors, au-delà d'une préservation, ce classement qui en fait a un label, vous permettra de solliciter d'autres organisations internationales pour vous aider également dans la préservation. Qu'est-ce que vous pouvez attendre comme aide spécifiquement ? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette reconnaissance à l'échelle internationale de l'archipel des Marquises, c'est vraiment une reconnaissance au travers de la culture d'un peuple, qui est le peuple marquisien, qui est exceptionnel, parce que les sites classés à l'UNESCO, ce sont vraiment des sites exceptionnels dans le domaine que c'est le cas de l'archipel des Marquises. Et nous savons tous que c'est très bénéfique de par également cette reconnaissance internationale et aussi par son rayonnement à l'échelle mondiale. Donc ça incombe le développement touristique, il va falloir maîtriser le développement des formations au travers des emplois créés pour les jeunes. Donc nous sommes vraiment convaincus de l'impact positif que va entraîner cette inscription de l'archipel des Marquises à l'échelle de l'UNESCO. Alors il y a un autre sujet au cœur de l'actualité pour les Marquises, l'élargissement des zones de pêche. Nous en avons parlé dans nos éditions hier. Les pêcheurs hauturiers souhaitent notamment repousser les zones jusqu'aux Marquises. Alors vous, les maires, vous n'êtes pas vraiment d'accord. Vous dites oui pour partager la ressource, mais pas n'importe comment, car il faut préserver la pêche artisanale et donc cette économie pour les résidents. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire un consensus ? Cette gestion du domaine maritime rentre complètement dans l'inscription du dossier de l'UNESCO. Donc ce n'est pas un dossier dissocié de l'inscription de l'UNESCO des Marquises. Nous en avons déjà discuté avec le précédent gouvernement pour dire que nous aimerions, nous nous imposons. Parfois il faut s'imposer par rapport aux professionnels de se dire qu'il n'y a pas que l'activité proprement économique de pêcher pour gagner le plus d'argent, mais il y a également la préservation. Donc nous avons décidé déjà depuis l'année dernière que ce zonage serait de 30 nautiques par rapport aux côtes du littoral des îles Marquises. Pourquoi 30 nautiques ? Parce que ce zonage de 30 nautiques va nous permettre d'intégrer
l'ensemble des îles marquises à l'intérieur de ce zonage. Et puis de préserver la ressource pour l'activité de pêche traditionnelle et artisanale de nos pêcheurs locaux marquisiens. Alors très brièvement, les discussions ne sont pas encore terminées. D'autres tables rondes sont prévues. Est-ce que vous avez déjà les dates des prochains rendez-vous ? Nous restons positifs que dans les jours à venir, il y aura encore d'autres rencontres pour s'entendre sur cet aspect de développement au niveau de la pêche des marquises. Nous invitons les professionnels à venir développer cette activité au niveau de l'archipel des marquises et de mettre en place des projets de développement comme l'aéroport international, de mettre un port de pêche, de mettre des infrastructures et puis d'ouvrir la Polynésie. Ce n'est pas simplement le développement basé sur Tahiti, mais aussi d'ouvrir vers les archipels éloignés comme les Australes, comme les Tuamotu et surtout l'archipel des marquises. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Joseph Kaya. Et je rappelle donc que vous êtes le maire de Wapou. C'est un jour important pour la communauté chrétienne. Ce matin, Manoari Teroi Atea a été fait diacre à l'église Mariano Terhou. Dernière étape avant la prêtrise. Devant ses pairs et de nombreux fidèles, ce séminariste s'est engagé à servir le peuple catholique. Un événement pour la communauté religieuse confrontée à la baisse des vocations. Mélodie Ouilamoa Fassionné, Chiquita Teiva et Jacques Damour. Attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu auras cru. Manoari Teroi Atea est désormais serviteur du peuple de Dieu à vie. Aujourd'hui, le nouveau diacre confirme devant l'archevêque et tous les fidèles sa volonté de servir son église. Un moment très intense pour la famille. Je veux surtout de la joie, de l'allégresse. Merci Seigneur. C'est pour tout le peuple de Dieu, cette joie. C'est une grande fierté pour notre famille. Notre grand-mère maternelle a toujours prié pour avoir un prêtre dans notre famille. C'est beaucoup d'émotions. On a grandi ensemble. Ça va faire bizarre de le voir autrement. Comme Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Ça, c'est sa devise à lui. Et là, maintenant, je le souhaite vraiment une bonne mission. Manoari à 31 ans franchit une étape décisive dans son cheminement vers la prêtrise après plusieurs années au séminaire. Le projet qui s'est formé dans son cœur il y a plus de 20 ans est maintenant en très bonne voie. Une grande grâce aujourd'hui après quelques années d'études, après 9 ans d'études. Aujourd'hui on va dire que c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement. C'est depuis l'âge de 8 ans. L'âge de 8 ans, mais plus concrètement, c'est vraiment à l'âge de 21 ans que le désir de devenir prêtre et de servir l'Église m'est revenu. Jour de fête pour le diocèse de Papeete, 4 autres séminaristes suivent le chemin de Manoari, une bénédiction pour l'Église en pleine crise des vocations. Et pour rester sur le chemin de l'Évangile, ces jeunes appelés devront prononcer les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Vous l'avez vu dans la célébration, le diacre fait promesse d'obéissance à l'évêque. Si il s'éloigne du chemin de l'Évangile, à ce moment-là, il faut lui dire, écoute, tu ne peux pas à la fois officiellement te présenter comme serviteur du Christ alors que tu fais tout à fait le contraire de ce qu'il demande. Le nouveau diacre peut désormais accomplir pleinement sa mission de serviteur de l'Église en attendant l'ordination sacerdotale dans un an. Il avait déjà été décoré chevalier en 2006. Cette fois-ci, Philippe Brovelli a été fait officier de l'Ordre national du mérite. Une distinction prestigieuse qui vient couronner plus de 30 ans de carrière dans l'hôtellerie. Celui qui a posé ses valises à Tahiti en 1984 a été le premier à mettre en place un hôtel 5 étoiles en Polynésie. C'est le haut-commissaire Eric Spitz qui lui a décerné cette médaille. Un grand moment, comme le confie Philippe Brovelli au micro de Reheina Djarian. C'est plus que de l'émotion, c'est du grand frisson. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. La médaille, on sait qu'on va l'avoir, mais on ne s'attend pas aux mots des uns et des autres. Ceux de mon fils qui m'ont bouleversé, qui m'ont amené les larmes, et je ne m'en défais pas. Ceux du haut-commissaire qui ont été si amicaux, si exceptionnels. Oui, c'est un grand moment, je le reconnais. Spectacle de désolation en Nouvelle-Calédonie pour le patrimoine de l'Église catholique. Ces derniers jours, des édifices religieux de l'archipel sont les cibles d'incendies volontaires, des bâtisses historiques remontant pour certaines à la fin du 19e siècle. Le président du gouvernement calédonien, l'indépendantiste Louis Mapou, a condamné ces actes criminels, tout comme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Et puis, le sujet avait fait couler beaucoup d'encre. Les 2 drapeaux sur le permis de conduire calédonien. Eh bien, le tribunal administratif vient de trancher. Dorénavant, il n'y aura plus que le drapeau tricolore sur ce document officiel. Cette décision donne ainsi raison aux élus de Génération NC qui avaient pourtant porté l'affaire devant la justice, Charlotte Mestre et René Moll. Le drapeau indépendantiste aux côtés du drapeau français sur un permis de conduire au format carte bleue, c'est ce que les Calédoniens recevaient de la DI3T depuis un peu plus d'1 an. Une décision du gouvernement contraire à l'accord de Nouméa selon 6 élus de Génération NC. 6 mois après leur recours, le tribunal administratif leur a donné raison. Le tribunal administratif a reconnu que le drapeau du FLNKS n'était pas le drapeau officiel du pays, puisqu'il n'a pas été adopté selon la procédure légale de l'accord de Nouméa. Et donc aujourd'hui, quelle est votre réaction, quelles sont vos attentes ? Depuis hier, la DI3T ne peut plus délivrer le permis de conduire en l'état. Il doit retirer le drapeau du FLNKS. C'est un vrai sujet, la discussion autour de ce signe identitaire auquel nous sommes très attachés puisque depuis la création de Génération, nous avons toujours défendu un drapeau calédonien. Et nous espérons, nous demandons aux indépendantistes que ce sujet soit abordé lors des discussions sur l'avenir institutionnel. Une demande qui risque de rester lettre morte, le membre du gouvernement en charge des transports ayant indiqué son intention de faire appel du jugement. Gilbert Thuénon estime en effet que la levée des 2 drapeaux par le Premier ministre François Fillon en 2010 et leur pavoisement sur les bâtiments officiels depuis 14 ans valent législation et de qualifier le recours des élus loyalistes de puéril et stérile. Au-delà des querelles politiques, les Calédoniens devraient avoir des permis avec le seul drapeau français dès les prochains jours. Le tribunal a toutefois accordé au gouvernement un délai de 6 mois pour se mettre en règle sous peine d'amende. Les permis portant le double drapeau, eux, resteront valables. Et terminons cette édition par du Va'a. Plus qu'un mois avant les championnats du monde de vitesse à Hilo, à Hawaï, plus de 200 athlètes et encadrants vont faire le déplacement. Parmi eux, une équipe Parava'a avec des rameurs de Tahiti, mais aussi de Tubuai. À quelques semaines du départ, la team poursuit les entraînements et les levées de fonds pour financer leur voyage. Mélodie Ouiama Fassionné et Théophane Teleutoa et Dylan Fields. Après plusieurs mois d'entraînement et de préparation physique, chacun dans son club, ces athlètes se retrouvent ces dernières semaines pour assembler et tester la machine avant les mondiaux de vitesse à Hawaï le mois prochain. 8 rameurs, dont 3 femmes, vont concourir en élite Parava'a en V6 et V1. C'est toujours mieux d'avoir... On s'est quand même préparé, on va dire, plus sérieusement depuis 2022 jusqu'à présent. Donc voilà, on a un entraînement le mardi, jeudi, samedi. Et à côté de ça, on fait un peu de salle, de musculation. 2018, au niveau des Parava'a, on a eu 10 médailles d'or. 10 médailles d'or, c'est ça qui a fait gagner les Tahiti au niveau des élites. Parce que les valides, ils ont eu 15 médailles, plus les 10 médailles des Parava'a. Donc on a eu 25. Il y a les années qui ont passé, on a pris de l'âge. Mais la volonté de toujours se battre et puis représenter notre pays, elle est toujours là. Donc. Gagner. On ne va pas gaspiller notre temps pour venir se rigoler sur la mer. On ne va pas gagner. Notre souhait, c'est d'aller gagner. Un projet porté par la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport, soutenu par le ministère des Sports et celui des Solidarités. Coût total du déplacement pour 8 rameurs et 2 encadrants, 5 millions. Pour boucler le budget, la Fédération continue les levées de fonds avec une tombola et un concert le 27 juillet prochain. L'avion, les logements, le transport sur place adapté. Donc, transport adapté, ça veut dire qu'on a 2 fauteuils roulants. Donc sur place, il faut bien des transports adaptés. Et le logement est adapté également. Donc c'est vrai que quand on parle de para, c'est pas que sur la pirogue, c'est dès qu'on prend l'avion, on demande l'assistance déjà pour le confort des personnes parce que c'est un voyage long. Les rameurs d'Atonia ont encore 3 semaines pour parfaire la cohésion avant d'aller défier leurs homologues néo-zélandais sur le plan d'eau de Hilo du 13 au 24 août. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce samedi 20 juillet. Un badge jaune autour du cou, un macaron sur la voiture. Sans ces précieux sésames, il n'est plus possible de se rendre au PK0. Des restrictions annoncées par les autorités et respectées par les habitants qui ont pris leurs dispositions. Les surfeurs peuvent ainsi s'entraîner en toute tranquillité sur la vague de Teahupo'o. Les Français, dont Kaolivas et Veine Fierro, ont d'ailleurs commencé leur entraînement ce matin.
Revivez ce soir les coups de cœur des prestations des meilleurs danseurs et danseuses de la 143e édition du Heiva et Tahiti. Une page spéciale suivie de votre feuilleton Legacy. On se quitte avec la magnifique prestation de Tamariki Rapa, arrivée 2e en catégorie Patautau au Heiva et Tahiti. Je vous laisse en profiter. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.